Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Serge de Souyovo, consultant en politique de développement. Marc-Mvé Bekale, maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Hamidine Khan, docteur en économie et en intelligence économique. On passe tout de suite à notre grand angle. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les sanctions contre l'Érythrée, des sanctions du Conseil de sécurité en vigueur depuis 2009. Ainsi a été décidée la levée de l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels des avoirs et autres sanctions visant ce pays de la Corne de l'Afrique. Alors l'embargo sur les armes à destination d'Asmara n'avait aucun lien direct avec la situation des droits de l'homme dans ce pays, mais c'était en lien avec un appui présumé de l'Érythrée à des groupes armés en Somalie. Ange Bijou Nomenyo. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une levée de sanctions contre l'Érythrée. Depuis 2009, ce pays de l'Est de l'Afrique est sous le coup de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie. Finalement, le projet de résolution appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et autres reconnaît que les observateurs de l'ONU n'ont pas trouvé de preuves formelles que l'Érythrée soutienne les chebabs somaliens. Depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a posé un certain nombre d'actes, libération de prisonniers politiques, il a pacifié ses relations avec l'Érythrée, voyages, échanges commerciaux avec la compagnie aérienne. Donc aujourd'hui, plus rien n'empêchait l'Érythrée de ne plus être sous la menace de ces sanctions de la part des Nations Unies. Selon les autorités du pays, la levée des sanctions va ouvrir de nombreuses possibilités, attirer les investisseurs étrangers et replacer le pays dans le concert international. Ça refait de l'Érythrée un pays fréquentable. Quand vous n'êtes plus sanctionné par les Nations Unies, vous redevenez un pays fréquentable. Vous pouvez imaginer pouvoir normaliser vos relations avec des pays tiers qui, eux, disposent d'un certain nombre de moyens financiers qui peuvent vous aider à relancer votre économie. Ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir refoulé les troupes éthiopiennes de son territoire 2 ans plus tôt. Les deux pays se sont livrés entre 1998 et 2000, une guerre qui a fait 80 000 morts, notamment en raison d'un conflit frontalier. Alors, la fin de ces sanctions, une bonne nouvelle bien entendu pour le régime érythréen, mais n'est-ce pas là aussi un échec pour les Nations Unies qui finalement n'ont jamais su prouver l'existence de ce soutien de l'Érythrée aux chebabs somaliens? Serge de Souyovo. Écoutez, je pense que nous sommes encore là en face des questions de géopolitique. Je pense simplement que ces sanctions, lorsqu'elles ont été prises, n'étaient pas appuyées sur des preuves palpables de ce qu'on reprochait à ce pays. Et que pendant 10 ans, ça arrangeait plus ou moins un certain nombre d'acteurs que les sanctions soient maintenues. La preuve, c'est que lorsque vous regardez bien le parcours, les deux pays étaient déjà prêts depuis longtemps dans leurs discussions à faire la paix et que Washington, pour ne pas le citer, bloquait avec son veto la levée de ces sanctions. Aujourd'hui, on présente comme étant la preuve ou la source de cette nouvelle décision le fait qu'on n'ait pas trouvé de preuves. Mais ça, on le savait depuis, ça fait 10 ans. On n'avait pas besoin d'attendre 10 ans pour se rendre compte que 10 ans après, il n'y a pas de preuves formelles contre ce pays. Donc ça pose la question de savoir qui sont les vrais acteurs de la géopolitique dans ce monde, quelle est la force réelle de chacun des pays à disposer de prendre ces décisions et de faire avancer son pays ou sa population vers un objectif donné. Pour finir, je dirais simplement que c'est une bonne nouvelle certainement pour l'Érythrée parce qu'ils vont pouvoir commencer à respirer de nouveau. Mais je pense surtout que c'est aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont fournir des armes désormais à ce pays. Allons comprendre pourquoi. Je crois que c'est assez simple. Alors, ceci étant, est-ce que l'ONU avait véritablement les moyens d'enquêter sur ce pays fermé quand même depuis plus de 20 ans, un régime autoritaire? C'est un pays fermé, ils avaient les moyens d'enquêter. Par le canal des Chebabs, par la Somalie. Ils ont le réseau de renseignement occidental est très, très puissant. Ils infiltrent, il peut même y avoir à partir de l'Érythrée faire du renseignement.
Et puis le renseignement humain existe en Érythrée. Donc moi, je crois que c'est pour encourager l'Érythrée de sa réconciliation avec l'Éthiopie. C'est justement ça. C'est pour ça, parce que, et puis, l'Éthiopie aussi, par sa diplomatie souterraine, a souhaité quand même qu'on lève les sanctions. Parce que si les sanctions continuent à tomber sur l'Érythrée, ce ne serait pas de bon augure, par exemple, pour étendre justement son influence et puis pour aller, par exemple, dans les ports d'Asmara et autres, pour essayer de reconquérir ces ports qui sont essentiels pour le développement de l'Éthiopie, parce que Djibouti, c'est un peu plus loin. C'est très loin. Et puis la réconciliation de ces deux peuples, c'est le même peuple, hein, c'est le même peuple, ils parlent les mêmes langues. Complètement. Alors quand même, cette décision intervient aussi après un renforcement des liens entre l'Érythrée, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Voilà. Oui, juste après, on a eu les Américains qui ont effectivement approuvé la levée des sanctions. Est-ce qu'il ne faut pas y voir là aussi une lutte d'influence? Non, c'est une lutte d'influence. Et puis les Américains sont en train de revenir en force en Éthiopie. Ils sont en train de revenir en force parce qu'ils veulent contrer justement la montée en puissance de la Chine en Éthiopie. Et puis à part ça, on savait, et puis les Occidentaux le savent, que les Arabes ont toujours fait passer des armes par le canal de l'Érythrée pour aller vers la Somalie. Ça, c'est connu par tout le monde. C'est connu par tout le monde. Et puis, ils n'ont jamais voulu justement essayer d'interdire cette livraison d'armes par le canal de l'Érythrée en allant vers la Somalie. Ça, ils n'ont jamais voulu le faire. C'est maintenant peut-être qu'ils essaient de voir est-ce que l'Érythrée, avec sa réconciliation avec l'Éthiopie, va arrêter justement cette livraison. C'est ce qu'ils cherchent. Mais bon, de toute façon, l'Érythrée, c'est un pays surarmé. Ils produisent aussi des Kalachnikovs. Depuis fort longtemps, ils produisent beaucoup d'armes. Hein. Depuis fort longtemps, depuis les années 90, ils produisent énormément d'armes. Donc le fait qu'il y ait un embargo, peut-être c'est des armements plus sophistiqués, mais les armements d'appoint, par exemple les Kalachnikov et autres, les obus et autres, ils les produisent par eux-mêmes. Voilà. Marc Mvebe-Kale. Oui, d'un mot pour dire que l'essentiel sur la question a été exprimé par mes camarades. J'ajouterais juste que cette région de la Corne d'Afrique a fait l'objet de conflits majeurs par le passé, conflits frontaliers, conflits entre peuples, comme vous l'avez souligné, des gens qui parlent la même langue, qui revendiquent une même culture. Et je crois que pour aller vraiment un peu plus de l'avant, au-delà de la levée des sanctions, aller de l'avant, il faut que l'UA, n'est-ce pas, soit de plus en plus présent donc dans ces questions-là. Et je crois qu'il y avait, si ça n'existe pas, un projet de mise en place d'un comité commun de résolution de conflits. Et je crois que ce comité doit être très très actif pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de déflagration dans cette région, n'est-ce pas, voilà, pour la reconstruction, la reconstruction de cette région qui a été vraiment ravagée pendant des années. Oui, alors, on l'a dit tout à l'heure, que cet embargo n'avait aucun lien avec la situation des droits de l'homme dans ce pays, mais plutôt, ces sanctions avaient été instaurées pour un petit peu contrer l'influence présumée de l'Érythrée vis-à-vis des Chebabs en Somalie. Mais alors, est-ce que quand même cette levée des sanctions ne signe pas aussi le désengagement de l'ONU sur la question érythréenne? Non, moi je ne pense pas. Moi je crois que c'est une nouvelle option que l'ONU veut prendre. Vous savez quand même que la mise en place de ces sanctions contre pays pose deux problèmes essentiels qui se retrouvent en effet dans le cadre d'Érythrée. C'est le problème du développement économique qui n'est pas qu'à l'avantage du pays dont il est question, qui est à l'avantage de toute la région dont fait partie ce pays, et même d'acteurs hors de cette région d'une part, et d'autre part il y a un problème de migration. Vous savez que c'est la mise en place de ces sanctions ternit un certain nombre d'activités et oblige les peuples à se déplacer. Et lorsque aujourd'hui on se rend compte qu'on arrive face à un mur qu'on ne maîtrise pas, à ce moment-là, je crois que c'est dans ce contexte que... Mais seulement quand même, la migration des Érythréens, c'est lié à la question des droits de l'homme. Et non
à cet embargo. Oui, mais je pense que justement le fait que l'ONU essaie de desserrer justement l'étau, c'est pour dire au gouvernement érythréen et puis surtout à Isaias Afewerki que voilà, on est en train de lever l'embargo, l'Éthiopie est en train d'ouvrir, vous êtes en train de vous réconcilier avec l'Éthiopie, donc nous on est confiant, on a confiance en votre diplomatie, on a confiance en votre État pour que justement vous desserriez l'étau qui pesait sur la population. Parce que là-bas, quand on vous prenait comme militaire, c'était presque ad vitam aeternam. Hein. Ah oui, vous restiez militaire pendant peut-être 10-15 ans. Mais c'est toujours le cas avec la question du service national, le service à durée illimitée. Voilà, mais ça, c'était justement parce qu'il y avait une confrontation avec l'Éthiopie. Oui. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et c'est l'une des meilleures armées africaines. Vous comprenez? Donc la frontière, c'était une frontière justement vers la frontière qui était revendiquée par les deux nations. D'ailleurs, l'ONU avait statué que ça revenait à l'Érythrée, mais il y a eu 80 000 morts. Vous voyez? Donc le fait, par exemple, que l'Éthiopie essaie de se réconcilier avec l'Érythrée, ça va permettre justement au gouvernement érythréen de laisser justement la conscription. Absolument, moi je crois à ça. Et ça peut être une conséquence positive, effectivement. Absolument, positive. Et puis, ils vont s'occuper justement à parler de développement, pas seulement de... Parce que c'est un État militaire, hein, c'est un État... Par exemple, je crois que l'Érythrée aligne à peu près 300 à 400 000 combattants, alors que c'est un petit pays face à l'Éthiopie. Ah oui? Marc Mvebekale. Oui, juste... lorsque vous évoquiez la question du conflit frontalier, je crois que c'est là aussi, ce que ça m'a inspiré comme réflexion, c'est se dire que c'est vrai que l'Afrique post-coloniale est toujours confrontée à cette situation-là, à savoir que la plupart, certains conflits, que ce soit dans cette région ou ailleurs, en sont quand même la conséquence de ces tracés qui sont des revendications qui sont posées a posteriori. Alors donc là, je crois que là aussi, c'est une problématique, je pense, que nous devrions prendre à bras-le-corps pour, évidemment, pour la reconfiguration de la paix sur notre continent. Serge de Siovo. Non, je crois que l'essentiel a été dit. Hein. Je crois qu'il y a des enjeux qui sont en place. Il y a une décision qui vient d'être prise. Il revient au gouvernement érythréen de pouvoir en tenir compte pour en faire profiter largement non seulement les Érythréens, mais aussi toute la région. Parce que maintenir l'embargo n'arrangeait ni l'Érythrée, ni ceux qui sont autour. Et que, effectivement, comme disait M. Khan, la volonté d'ouverture qu'a affichée le voisin, avec qui ils étaient en guerre depuis quelques années, pousse à penser que ça peut faire évoluer c'est une intelligence collective sociale et voilà, elle peut faire avancer les choses positivement pour les uns et pour les autres. Alors il y a quand même beaucoup d'Érythréens qui craignent que cette levée des sanctions signe la disparition de l'Érythrée du Conseil de sécurité, en tout cas en termes d'enquête. Non, mais de toute façon, Isaias Afewerki va lâcher du lest. Ça, c'est sûr. Il va lâcher du lest parce qu'il veut qu'on parle du bien de son pays et puis il veut que le pays se développe. L'Érythrée a énormément d'atouts. Énormément d'atouts et puis c'est un pays positionné stratégiquement. Parce que c'est aux confins de l'Arabie saoudite, ils sont en face de l'Arabie. Et puis c'est le pays le plus proche, par exemple, du Yémen. D'ailleurs, c'est les mêmes populations. Beaucoup de Yéménites sont d'origine africaine. Beaucoup de Yéménites sont d'origine africaine. Quand vous regardez, vous voyez, sont d'origine africaine. Et puis c'est un pays stratégique, d'ailleurs, pas seulement pour l'Éthiopie, mais pour l'Occident. Bien sûr, je crois que les États-Unis et la France ont des bases militaires qui ne sont pas très loin. Oui, à Djibouti. À Djibouti. Voilà. Et je pense même, pour compléter ce que vous dites, on parle là depuis la levée des sanctions au niveau de la livraison des armes, mais il y a également le dégel des avoirs qui va permettre de faire rentrer de l'argent dans le pays. Et il y a également le troisième dispositif dans cette levée de sanctions qui concerne le point m'échappe,
Donc d'autres sanctions financières, finalement. La liberté des gens de pouvoir aller et venir. Voyager, oui, voilà. absolument. Parce vous ne pouvez rien négocier avec des gens si vous ne sortez pas de chez vous. Donc lorsqu'on vous confine dans les 4 murs de votre pays, ça vous bloque et ça pose des problèmes de discussion et de négociation. Donc je crois qu'avec cette levée sur 3 points, donc à savoir les armes qui peuvent qui sont désormais libérées, les allées et les venues et le dégel des avoirs financiers, je pense que c'est vraiment une opportunité pour ce pays pour pouvoir se relancer et avancer toute la région. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. Alors, nous devions parler dans cette émission de cette politique liée à l'urbanisme au Congo-Brazzaville. On en parlera bien sûr lundi. C'est la fin de cette émission. Merci à mes invités, Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. Marc Mvebeka, les maîtres de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Serge Dessous Yovo, consultant en politique de développement. Merci à tous les trois. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Très bon week-end.